Bonjour et bienvenue à Urgence économique. Aujourd'hui, l'épisode sera très particulier, car on va aborder un sujet éminemment économique, mais à travers un prisme très particulier, celui de la santé mentale, de son impact sur le monde de l'entreprise, sur la productivité des travailleurs, mais également les dégâts de la parenthèse Covid et dans quelle mesure il continue d'affecter bon nombre de Marocains qui peut-être l'ignorent. Mais pour ce faire, on vous retrouve immédiatement après le générique. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Iman Kandili. Iman Kandili, bonjour. Bonjour Rachid. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce que vous êtes une personnalité médiatique, vous intervenez sur différentes thématiques relatives à la santé mentale, vous êtes également une praticienne sur le terrain, donc vous connaissez très bien les particularités des différents troubles mentaux qui peuvent affecter les gens en fonction des différents milieux. Alors, vous êtes tout d'abord psychiatre, vous êtes également addictologue, mais également écrivaine et auteur de bon nombre d'ouvrages qui traitent directement ou indirectement de la question de la santé mentale. Alors, la première question, faut quand même dire qu'on évolue dans une culture, alors peut-être ça a changé, vous me direz, qui considère la maladie mentale comme étant une forme de tabou. Et on a plein d'expressions pour qualifier les personnes qui vont voir le psy ou bien qui refusent d'aller voir le psy, qui disent "Mali un ahmaq", ou bien "Tadlo al-frayakh", ou bien "Tsta". Donc on est dans un schéma de radicalité, soit on est en bonne santé mentale, soit on est fou. Alors qu'il y a pluralité de nuances et que fou, ça ne veut peut-être plus dire grand-chose. On n'est pas fou, mais on est porteur d'un trouble qui peut être grave. Alors, au niveau du monde de l'entreprise, qui est d'habitude qualifié de plus ouvert que la société, est-ce qu'on est confronté au même tabou et au même problème? On sait bien que les deux angoisses primordiales de l'être humain, c'est mourir et devenir fou. Maintenant, au niveau du monde de l'entreprise, c'est un microcosmos, oui. Est-ce que on est plus ouvert ou plus adapté par rapport à la santé mentale des travailleurs? Je dirais dans certaines entreprises, oui. Il y a une volonté, puisqu'il y a eu à plusieurs reprises, il y a un rendez-vous annuel, je ne citerai pas le nom, mais de certaines mutualités et d'assurances qui essayent d'organiser un forum autour de la santé mentale des travailleurs et de plusieurs entreprises privées ou d'organismes bancaires. Donc il y a une volonté qui est là. Maintenant, en matière de réalité de terrain, où là, on va se retrouver avec le printemps des employés de banque, par exemple, parce que bon, il y a les bilans, et donc au printemps, on a tous les employés de banque qui arrivent, qui sont en burn-out, fatigués, angoissés, qui veulent tous aller en arrêt. Donc on appelle ça le printemps des employés de banque. Il y a quand même une stigmatisation qui est réelle. On est loin du bonheur en entreprise, c'est-à-dire quand on réfléchit à la santé mentale. Il y a une grande différence entre ce qui peut être dans les guidelines ou les papiers, comme on peut dire de manière administrative, et la réalité de terrain, donc la santé mentale des travailleurs, qui n'est pas seulement le burn-out. Il y a le burn-out, il y a le bore-out, où les gens s'ennuient dans un même poste, où il y a peu de mouvance. Travail routinier qui n'a pas de sens. Exact, qui n'a pas de sens, une sorte de taylorisme moderne. Et puis, il y a toute la difficulté, parce que nous avons besoin de renouveau. L'être humain a besoin de renouveau, il a besoin d'apprendre, de réapprendre et de pouvoir, on va dire, se renouveler en permanence. Nous avons des difficultés parce que nous sommes assez figés. Vous avez parlé de culture, la culture est un des déterminants de santé principaux. Maintenant, elle peut jouer pour ou contre la santé mentale des Marocains ou la santé mentale des travailleurs marocains, sachant qu'on est dans une société dite en transition, donc entre société traditionnelle et post-moderne, et qui dit transition dit que le pivot est le travail. Donc le travail définit en quelque sorte la personne aujourd'hui. On est encore dans... Donc on se définit par notre carrière davantage que par des raisons beaucoup plus profondes, de rattachement familial ou religieux ou autre chose. On se présente d'ailleurs comme étant un tel qui travaille auprès d'un tel. Donc en fait, même le schéma d'identification devient de l'entreprise. On a un problème, oui, un problème identitaire. Maintenant, ça ne nous empêche pas d'avoir une empreinte quand même très marquée, je dirais, un certain atavisme marqué de la culture, qui est la culture de la fatalité et du destin, donc, et qui reste présente. Quand on présente un trouble mental ou une maladie mentale, qui aujourd'hui ont une composante neurobiologique, une composante environnementale, ou ce qu'on appelle épigénétique, aujourd'hui tout se traite. Il y a différentes manières de pouvoir être accompagné. On peut être accompagné même dans un schéma de prévention en entreprise, c'est-à-dire penser à la santé mentale des travailleurs bien avant d'arriver au problème en lui-même, ce qui coûterait d'ailleurs économiquement beaucoup moins cher. D'ailleurs, j'ai un ami qui dernièrement m'a parlé du cas du Danemark,
Effectivement, dans une entreprise, quand on a un chef de plateau, etc., il a une prérogative qui est celle d'ordonner à un salarié de prendre 3 jours de repos. Si jamais il sent qu'il y a un degré de stress plus élevé que d'habitude, dans une logique préventive, d'éviter le burn-out et d'éviter un certain nombre de problèmes. Donc si je comprends bien, il y a la logique préventive, d'éviter même de tomber dans la situation de trouble, ça peut être une dépression nerveuse, ça peut être beaucoup de choses. Il y a l'accompagnement et la guérison, enfin, le fait d'aider la personne à dépasser les problèmes. Et puis, il y a les cas les plus graves, c'est tout simplement de gérer la pathologie, parce que toutes les pathologies ne sont pas curables. Il y a des pathologies quand même avec lesquelles on apprend à vivre et qu'on apprend à gérer et Comme un à diabète, s'adapter. comme Comme un l'hypertension. diabète, On, on ne va pas mettre au placard quelqu'un qui a un diabète. Pourtant, dans les années 80, ça arrivait encore. Les gens cachaient leur diabète ou s'ils avaient une hypertension ou je ne sais quelle maladie, etc. Même chronique, chronique, qu'on appelle des tares d'ailleurs. Mhm. Bon, le diabète est une tare. Ce n'est pas une maladie en elle-même, il faut apprendre à vivre avec et c'est une hygiène de vie. L'hygiène mentale, c'est pareil. Quand les choses sont déclarées. Et puis il y a une adaptation et une adaptabilité, c'est-à-dire qu'il faudrait aussi ouvrir la possibilité aux patients ou aux personnes qui ont des difficultés ou des troubles mentaux sur le long terme de pouvoir travailler différemment, comme justement dans les pays du nord de l'Europe ou ailleurs où on arrive si vous voulez, à 70-80% adapter les horaires, adapter les postes, sans pour autant marginaliser une population qui fait partie et qui est une cheville ouvrière, sociale, morale et réelle de la société. Mais là on parle d'un îlot planétaire que sont les pays scandinaves, mais malheureusement ce qui prédomine, c'est le no pain, no gain, c'est la rivalité horizontale et même verticale entre les différents salariés. Il y a cette logique sans pitié de productivité où il faut à chaque fois atteindre des objectifs, et on a même développé des schémas, on ne va pas citer le nom de boîte, mais une boîte américaine, où même le licenciement se fait par message. C'est-à-dire on doit scanner des cartons, et si on ne scanne pas le nombre de cartons qu'il faut par minute selon la moyenne, et certainement vous recevez un message. Donc on déshumanise même les liens qui permettent d'unir, les liens contractuels qui permettent d'unir le salarié ou de lier le salarié à l'employeur. Donc, mais aujourd'hui au Maroc, le fait que quelqu'un souffre d'un début de dépression ou d'autre chose, le fait de le dire à son supérieur ne va-t-il pas lui porter atteinte à sa carrière? Parce que ça va être vu comme un problème de productivité, comme bon, ce gars-là il est gentil, mais voilà, je ne peux pas attendre moi 1 an qu'il dépasse la dépression, donc je vais trouver un remplaçant. Vous savez, il y a le syndrome de l'employé du mois. Celui qui arrive, il y a une manière de pouvoir détecter à l'avance les personnes qui vont faire justement des dépressions, ou on va dire un syndrome motivationnel ou une angoisse, etc. pendant leur carrière. Ce sont vraiment ces employés du mois, ceux qui arrivent et les premiers mois, ils ont leurs photos et c'est les meilleurs, etc. Les gens qui en font trop. Les gens qui sont dans une logique morale et émotionnelle, exactement, à vouloir absolument être bien vus, qui vont aller au-delà de leur fiche de poste, au-delà de leur travail et qui vont par conséquent, avoir des failles émotionnelles et narcissiques importantes et pouvoir sombrer. Donc, il y a une manière de les accompagner à l'avance en intégrant dans les ressources humaines des psychologues d'entreprise adaptés. Ce n'est pas énorme, mais ça permet de pouvoir accompagner ces gens-là à l'avance parce que ce sont des personnes qui sont très productives, qui sont très impliquées, très engagées. Il faut garder en tête que la personne qui va souffrir de troubles mentaux, et je pèse mes mots, je les assume, souvent une personne très intelligente, très émotionnelle, très empathe, et qui accepte plus qu'elle ne peut. Parce qu'il y a une pudeur à dire non, dans le fait de dire non, de refuser, et on cherche toujours à être adoubé au fait, par l'autre, et donc à lui plaire et à se dépasser. Donc un manager, on va dire consciencieux, serait même, serait à même à se faire accompagner de personnes qui ont, entre guillemets, des troubles mentaux ou des troubles de la personnalité qui sont très présents. Les traits de personnalité sont présents dans la société. Il n'y a personne qui ne présente pas à un moment de sa vie, à un moment ou à un autre, un trouble mental. Maintenant, c'est la déstigmatisation et la sensibilisation par rapport à ça qui sont extrêmement importantes. Donc il y a une idée en filigrane dans ce que vous dites, c'est que dans le schéma capitaliste prédominant, il y a même des troubles mentaux, entre guillemets, qui peuvent être productifs. Mais bien entendu. On parle notamment des gens qui ont un manque d'empathie, enfin les pervers narcissiques, bon, c'est un mot qui a été dévoyé. La recherche de pouvoir, ce sont les psychopathes à cravate. Et on le dit, la recherche de pouvoir, maintenant on a besoin de tout le monde dans la société. Donc chacun à sa place. Ce sont les différents maillons de la chaîne qui vont permettre d'avancer. D'accord. Après, pour ne pas enfermer les problèmes de troubles mentaux uniquement au niveau du prolétariat, il faut dire également que ceux qui dirigent les entreprises ont une pression énorme et colossale, qu'ils risquent des fois davantage que les salariés qui travaillent pour eux et qu'eux-mêmes peuvent souffrir de troubles. Alors,
Après, il y a une révolution dans le management, enfin une révolution, une rupture dans le mode de gestion des salariés au sein de l'entreprise avec l'open space. Donc avant, on avait des bureaux avec une relative intimité, bon, qui faisait que les fainéants préféraient jouer à solitaire ou à autre chose, mais où les gens performants n'avaient pas besoin d'une caméra sur la tête ou bien une forme de transparence tyrannique pour travailler. Aujourd'hui, peut-on dire que l'open space est également une forme d'oppression? Quand on n'a pas d'intimité, quand on travaille toujours sous le regard de tout le monde en même temps, et avec le boss qui se balade, qui fait les 100 pas à gauche à droite. Vous savez, on a besoin de tout. C'est comme l'histoire du Covid et du télétravail. Et puis on s'est dit, mais on a super avancé, on va pouvoir travailler de la maison tout le temps, ce qui est extrêmement dépressogène et qui n'est pas indiqué, on va dire, d'un point de vue santé. C'est de pouvoir avoir des vases communicants d'un peu de tout. C'est-à-dire l'open space à sa place, le moment d'intimité à sa place. Donc, il y a des entreprises où vous avez des moments où vous avez des bureaux que vous pouvez, on va dire, vous mettez votre horaire, etc. quand vous avez besoin d'un moment d'aparté de travail seul, en ayant aussi le moment d'open space ou le moment de réunion où une équipe peut se retrouver toute seule et en ayant 2 jours par semaine de chez soi où vous travaillez à 20 ou 30% de chez soi. Ce sont ces vases communicants qui font la santé mentale en entreprise. Ce n'est pas une chose est bonne et seulement une. D'accord. Donc il y a une complémentarité, un équilibre, un juste équilibre à trouver entre les deux. Parce que travailler de chez soi en ayant juste, par exemple, tous les espaces, celui de la famille, celui du couple, celui du travail, qui sont en permanence aussi complètement emmêlés, ça aussi c'est extrêmement dépressogène. Donc en fait, on a supprimé la rupture entre l'intime et le professionnel, le privé et le professionnel. D'ailleurs, on a fait pénétrer le professionnel dans le monde de l'intime. D'ailleurs, ça posait beaucoup de problèmes pour des gens qui ont des enfants, des petits-enfants qui courent à gauche, à droite, qui pleurent, qui crient. On a même vu des cas d'agressivité, des parents qui étaient en visioconférence sur Internet avec leur boss et qui devaient gueuler sur leur gosse malheureusement, alors qu'ils ne doivent pas le faire, uniquement pour pouvoir continuer la visioconférence. Donc c'est réellement problématique. Il n'y a pas de contextualisation aussi, c'est-à-dire on ne se lève pas, il n'y a pas de rituels de vie qui sont propres. Il y a un endroit pour travailler, il y a un endroit, il y a un endroit pour chaque chose. Quand les espaces comme ça sont complètement emmêlés, c'est extrêmement difficile d'avoir son espace mental. Son espace mental déjà. Le problème n'est pas l'open space en lui-même, mais c'est qu'il a sa raison d'être là où il faut, mais il ne faut pas qu'il soit l'unique manière de travailler. Comme on peut avoir une salle de sieste en entreprise ou une salle de yoga. D'ailleurs, on a vu avec les GAFAM, notamment Google, etc., on peut venir en pantoufle travailler, où il y a un happy manager, je ne sais pas quoi, enfin, exactement. Font venir des clowns. Un chief happiness. Voilà, exactement. Exactement. On a maintenant ce qu'on appelle une personne responsable du bonheur au travail. On ne parle déjà plus bonheur, question à laquelle on n'a pas répondu depuis 3000 ans. Voilà, donc ça s'appelle le bonheur au travail, c'est-à-dire on ne veut plus parler de santé mentale au travail, on veut parler de bonheur au travail parce qu'on passe beaucoup plus de temps au travail que chez soi ou avec les siens. Maintenant, pour que le bonheur et le travail puissent rimer, il faudrait lever déjà toutes les connexions obligatoires et des cadres absolument stricts parce que l'humain a besoin de se sentir respirer. Alors, il y a un autre élément, parce que la nature n'aime pas le vide, mais comme des fois les entreprises n'ont pas les moyens ou n'ont pas la conscience ou l'envie d'avoir une cellule d'aide psychologique pour leurs salariés, eh ben, il y a un autre métier, entre guillemets, qui s'est engouffré dans la brèche. Alors, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais c'est le coaching. Donc, c'est des gars qui font, enfin, pas tout le monde, qui font un stage de 6 mois, qui font un voyage en Inde où ils apprennent le yoga en 3 jours et qui reviennent faire du coaching d'entreprise. Au fait, pas pour aider les gens à régler les problèmes, mais les aider à soi-disant les ignorer uniquement dans une perspective de productivité. Donc, au fait, avec un discours, libérer l'énergie infinie qui est en vous, aligner les chakras, etc. Donc, le coaching est-il en réalité, ne fait-il que décaler le problème dans le temps et faire que la dépression qui va venir d'une manière ou d'une autre va venir plus tard peut-être, mais de manière beaucoup plus grave, car on a occulté, on a refoulé un certain nombre de problèmes par le coaching. Écoutez, il y a des coachs compétents. Oui, il y a des coachs compétents. Ils ont en général une expérience dans les ressources humaines, puis après ils vont aller faire de la psychologie d'entreprise ou du coaching sur plusieurs séminaires dans des organismes qui sont compétents. Il y en a qui font des doctorats aussi, c'est-à-dire en tout ce qui est coaching d'entreprise, etc. Et c'est structuré. Maintenant, c'est une petite part de la population présente, c'est une réalité. Moi, je suis quelqu'un de très académique. Donc, et je suis peut-être à tort pour les diplômes, mais oui, la compétence sur le terrain est une chose, mais il y a un certain recul à avoir avec une présence et un accompagnement personnel avant d'accompagner les gens. Souvent, le coaching, c'est un chemin qu'on prend à un certain tournant de sa vie ou à un certain carrefour pour pouvoir s'aider soi-même.
Moi, je suis psychiatre, je ne m'aide pas moi-même, je n'aiderai pas les miens, je les confierai ou je me confierai à des personnes en qui j'ai confiance. C'est extrêmement important parce que l'histoire d'une personne ne vaut pas pour les autres. Le problème du coaching, c'est que c'est extrêmement directif. Or, qu'on ne peut pas être directif parce que ça part d'une subjectivité, c'est du coach qui projette... qui est l'expérience personnelle. C'est le problème et la différence avec la psychologie clinique d'accompagnement, qu'elle soit liée au travail ou au cadre familial ou personnel, c'est que la personne est en mesure de faire ses choix. L'aide est une aide à pouvoir regarder toutes les facettes et ne pas faire de choix impulsifs. Elle n'est en aucun cas la prise de décision à la place de l'autre, encore moins, et surtout pas prendre son chemin à soi pour argent comptant pour les autres. Donc moi j'avais un prof, mon maître, le professeur Driss Moussaoui disait le problème du coaching, c'est que pour ne pas se noyer tout seul, on noie les autres avec soi. Donc voilà. Maintenant, il y a des coachs compétents qui sont formés, on en a au Maroc, qui sont magnifiques en entreprise et qui, eux, ont ce recul et qui se font accompagner et qui ont cette humilité de ne pas, on va dire, qu'on doit tous avoir, on ne peut pas prendre pour argent comptant sa propre histoire. Peut-être qu'il faut trouver, parce que c'est un phénomène avec lequel il faut composer le coaching, comme on a dit, il y a tout là-dedans. Mais dès qu'il faut trouver une limite, un peu comme entre la naturopathie et la médecine, c'est qu'à un certain moment, le naturopathe dit « là, ça dépasse mes compétences, il faut aller voir un médecin, par exemple, la spécialiste ». Peut-être que le coach doit également, l'État ou le pouvoir législatif doit établir des limites au coaching, parce qu'à partir de cette limite-là, c'est le psychiatre qui doit prendre la relève et que vous n'êtes plus compétent pour l'accompagner au-delà de Moi, je pense que les compétences se retrouvent et se regroupent. C'est-à-dire un coach sportif est également extrêmement important et a un rôle aussi à jouer dans l'accompagnement, que ce soit en entreprise ou dans la vie. C'est-à-dire que chacun a un rôle en connaissant ses limites. Le psychiatre aussi a ses limites. Il y a des fois où le coach sportif ou le psychologue clinicien vont être beaucoup plus compétents que moi pour beaucoup de choses. Ça, c'est une réalité. Maintenant, c'est de travailler ensemble qui n'est pas inhérent à la santé mentale, qui est inhérent à la façon de penser, de réfléchir et à la maturité sociétale réelle dans laquelle on vit aujourd'hui, parce qu'on est dans une forme d'adolescence tardive, qui fait que le travailler ensemble est difficile. Alors, il y a un épisode qu'on n'arrive toujours pas à fermer, même si on avait reçu le professeur Jafar Haikal qui a affirmé, et je pense qu'il a raison, que sur le plan viral ou virologique, la parenthèse Covid, c'est fermé, c'est devenu une maladie endémique qui va être saisonnière probablement. Mais elle a marqué les esprits. Et même au niveau du monde de l'entreprise. Le niveau de précarité a augmenté, beaucoup de gens ont perdu leur emploi, et ceux qui l'ont gardé ont toujours peur de le perdre, parce qu'il y a une baisse du chiffre d'affaires, et puis l'inflation, tous les phénomènes mondiaux, la géopolitique, etc. Donc on vit aujourd'hui davantage qu'hier dans un schéma d'angoisse permanente par rapport au pouvoir d'achat, par rapport au crédit qu'il faut rembourser, et par rapport à l'emploi. Et là, on a une nouvelle maladie médiatique, je le dis avec ironie, la variole du singe. Ça fait des boutons pas très jolis, mais a priori, il n'y a pas de mort. Toute maladie provoque à la marge des morts. Même la grippe peut tuer quelqu'un qui est cardiaque. Et on voit comment les médias commencent à hypertrophier ce phénomène-là. On nous parle de 13 personnes, je viens de le lire, qui ont été mis en quarantaine par rapport à la variole du singe. On a un cas, et là, il y a tous les médias qui en parlent. Comment on rentre avec ce phénomène médiatique qui alimente une angoisse que l'on n'a toujours pas réglée par rapport à ce qu'on a fait par rapport au Covid, notamment dans le monde de l'entreprise par rapport au travail? La société postmoderne, débrancher la télé, le média, ça c'est le fait accompli. Maintenant, dire qu'on a fermé la parenthèse du Covid, il faut être doué de clivage et de déni et pouvoir allier perversion narcissique et psychopathie pour pouvoir dire ça. Ce n'est pas possible. Au niveau virologique, d'un point de vue sociétal, la marque Covid, elle est là. Ah oui, moi, j'avais un patient qui me disait il y a quelques jours, pour certains comportements à risque qui me faisaient un petit peu peur pour la personne en question, il me disait mais de toute façon on n'est pas mort avec le Covid, on vit au jour le jour et on verra plus tard. C'est quand même particulier. Et quand un ado de 15 ans vous dit ça va, mais quand une personne d'une cinquantaine d'années vous sort une phrase comme ça, c'est qu'il y a quand même des séquelles Covid qui sont là, qui sont présentes. Le confinement n'a pas été simple, la distanciation et la peur de l'autre, alors qu'on est censé vivre en groupe, l'être humain le regard des autres. La muselière, ça n'est pas un masque, moi j'ai appelé ça une muselière, ne pas pouvoir voir les émotions de l'autre également et avoir peur de l'autre, c'est assez particulier, cette vaccination en masse, etc. Et puis cette peur.
Cette peur de contaminer un parent, cette peur d'être le vecteur du virus, etc., elle est là, elle est présente. Maintenant, on a dépassé d'un point de vue virologique et on est à consonance au Omicron et donc le Covid actuel n'est pas dangereux et puis il y a une vaccination qui a été faite, une certaine immunité collective présente, c'est le cas. Mais les séquelles, mentalement, les chiffres sont clairs. On parle de 30% d'augmentation des troubles et maladies mentales impactantes suite au Covid. Une augmentation de la suicidalité également. Le problème, on n'a pas de statistiques officielles. Alors nous n'en avons pas au Maroc, mais à l'échelle mondiale, je pense qu'aujourd'hui, vu l'ère médiatique justement, il n'y a absolument plus de frontières. Et en général, quand les études sont faites, elles sont à quelques pourcentages près, à peu près. C'est la même image qu'on peut retrouver un peu partout. Nous n'avons pas d'études post-Covid réelles sur le taux de suicidalité ou sur les consommations de drogue chez les jeunes, même si on peut le voir sur le terrain, ou l'augmentation des consultations en termes de dépression et de décompensation psychiatrique commune. Mais la réalité est que si on parle de 30% à l'échelle mondiale, c'est qu'elle va se répercuter entre 25 et 40% selon les pays. Les pays en voie de développement, des fois sont mieux nantis, des fois non. Oui, parce qu'il y a encore la famille un peu communautaire, les liens familiaux, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans les pays les plus avancés, où il y a une nucléarisation des ménages, un éclatement, qui fait que d'ailleurs c'est durant les jours de fête, notamment Noël, où on a des fois les taux de suicide les plus élevés, parce que quand on est seul et qu'on voit que tout le monde fête. D'ailleurs, Durkheim avait remarqué que le taux de suicide augmente dans les périodes de crise autant que dans les périodes de forte croissance économique, parce que les deux sont caractérisés par une perte de repères, d'anomie, etc. Alors maintenant, au niveau de la dimension préventive, alors les gens, les rescapés mentaux, je parle du Covid et psychologiques du Covid, pour ne pas avoir à revivre la même chose avec ce qui va advenir par la suite, variole ou pas variole, doit-on ramener les gens un peu d'esprit critique et aux faits, c'est-à-dire de voir les chiffres objectivement, parce que là aujourd'hui on a le règne et la tyrannie de l'image, voilà, qui fait peur. Il faut les amener à réfléchir. Voilà, regardez le taux de mortalité, par exemple, de 0,5%, donc calmez-vous, il y a autant de chances de mourir de ça que de mourir dans un accident d'avion, de voiture, etc. Donc peut-être revenir au fait, d'être terre à terre, de réinitier les gens à nouveau à la réalité des faits et des chiffres et pas celle des images et de la peur. Il faudrait relâcher les rênes de la cognition de la population, ce qui va être assez difficile parce qu'il faudrait à ce moment-là fermer tous les médias sociaux et leur permettre de réfléchir au lieu d'absorber, parce qu'on est dans une absorption, un phénomène d'éponge. On s'imbibe de toutes les informations qu'on peut bien nous donner, et celles qui sont les plus abracadabrantes sont celles qui sont prises en compte parce que nous avons besoin de faire le buzz. Donc cette variole du singe, si en plus elle touche entre guillemets l'esthétique, va être beau. Et puis il y a des images quand même qui sont assez particulières. Terrifiantes. Et au vu du zoom boom et de l'importance de l'image et des dimensions assez, on va dire, qui commencent bientôt, l'être humain ne fera qu'un à travers la planète. Cette variole du singe va être très impactante d'un point de vue émotionnel parce qu'on est justement dans l'image. Il faudra trouver un filtre Instagram juste pour la variole. C'est pas mal. Ou peut-être, pour finir, pour conclure avec ça, peut-être qu'il faut revoir la déontologie médiatique. À un certain moment, quand il s'agit d'une crise sanitaire grave, etc., peut-être que le monopole du discours par rapport à la pandémie devrait être réservé à l'État et pas laisser, ou bien en coordination avec les médias et l'État, mais pas de laisser les médias faire ce qu'ils veulent en faisant peur aux gens de manière inutile alors qu'ils sont déjà gérés d'autres peurs, la peur du crédit, de la pauvreté, il y a des gens qui meurent tous les jours d'accidents de voiture, on n'arrête pas les routes pour autant. Donc moi, je parle d'idée, bon, c'est mon opinion et ne compte pas beaucoup, en l'occurrence dans le débat, mais que la responsabilité, elle est partagée. Entre l'État d'un côté qui soit communique mal, soit ne communique pas du tout, et donc il laisse un boulevard à différentes théories totalement folles, entre les médias qui suramplifient un phénomène qui est certes mortel, qui est certes problématique, mais qui peut être géré avec beaucoup plus de calme et beaucoup plus de retenue. Donc peut-être que la communication, tout simplement, de renouer avec une vraie communication, pas celle des, comme vous dites, des stories de 20 secondes qui font le buzz ou des petites vidéos YouTube, mais une vraie communication institutionnelle, responsable. Structurée, ça c'est extrêmement important, mais après il faudrait que ça soit structuré. Donc pour que ça soit structuré, il faudrait avoir toutes les informations à l'avance. En général, la communication, elle va arriver toujours en post-buzz. Oui, avec un retard, comme la vérité qui prend l'escalier. Voilà, on l'a bien vu avec le Covid, on avait des raouts qui poussaient partout, donc c'était assez particulier. Maintenant, la réalité, c'est que les gens ont aussi besoin, sont assoiffés de ce genre de choses. Maintenant, les médias, proprement dit, coordonnés, je pense, font leur travail, mais sur les réseaux sociaux et ce que veulent communiquer tel ou tel
blogueuse ou je ne sais, devant une clinique, c'est autre chose. C'est-à-dire, il y a aussi Non, mais tout moi, ce je suis pour... phénomène un peu, tout ce phénomène, mais toute la communication est à reprendre. Parce qu'il faut pouvoir baliser, mais vous savez, on ne peut pas passer la passoire si on n'a pas appris à passer la passoire. Or, ce qui m'inquiète, moi, chez les jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils sont dans un phénomène d'absorption dès l'enfance. C'est une réalité. Avec les nouvelles technologies, notamment. Ils sont incapables de dépasser 1 minute et demie de concentration. Les pères, ils décrochent. Ils sont habitués au format parce que les réseaux, c'est un média au sens philosophique du terme. C'est une médiation entre nous et une réalité, mais c'est une médiation qui déforme la réalité, qui la simplifie, qui l'enferme dans des petites capsules et des petites vidéos. Et les jeunes sont structurés mentalement, aujourd'hui de plus en plus, à n'appréhender le réel qu'à travers des petites fenêtres de 30 secondes, 20 secondes. Oui, moi, je dis aux parents, c'est une criminalisation de l'enfance et de l'adolescence. Parce que les réseaux sociaux sont interdits au moins de 14 ans. Maintenant, quand je me connecte avec mon fils de 8 ans pour lui permettre d'avoir un compte Instagram ou Facebook, j'enfreins la loi et je mens. Donc, au niveau des valeurs sociétales primaires, le rôle de parent est complètement dénaturé. On est aussi dans une société qui se veut, entre guillemets, avoir encore un côté traditionnel et une famille élargie, mais la réalité, c'est que la nucléarisation est là et que la principale nounou, c'est la télévision ou l'écran. Et c'est pour ça qu'on a une recrudescence d'autisme extrêmement importante. Mais effectivement, d'autisme acquis, malheureusement. Voilà, de type acquis et de troubles envahissants du développement. Donc, je pense qu'il faut s'arrêter sur tout et je pense que vraiment, l'économie gagnerait beaucoup en matière de santé, à faire de la prévention et de la sensibilisation et à réduire les risques inhérents aux différentes maladies, aux différents troubles qui par la suite sont très impactants et qui, une fois installés, coûtent très cher. Donc c'est valable autant pour ce qui relève du psychologique et du mental que de la santé physiologique et biologique du corps. Parce qu'elles sont liées. Il y a l'humain est fait d'organique, est fait de psyché, est fait de corps et de psyché, mais la réalité, c'est que c'est une seule entité. Elles sont imbriquées. On ne va pas les diviser pour pouvoir traiter l'une et l'autre. Ça, c'est une lecture cartésienne, effectivement, qui a déformé, en séparant les deux, l'âme qui est pure, et puis le corps qui est un véhicule. En fait, vous avez raison de rappeler qu'au fait, c'est intrinsèquement lié et que l'un impacte l'autre et mutuellement. Après, est-ce que l'âme est pure et est-ce qu'il y a nécessité à ce que l'âme soit pure? Je n'ai que faire d'une âme pure. Sinon, on n'est plus humain. Comme disait René Char, un homme, c'est à creux et mont et crevasse qu'on sent et qu'on ressent l'humanité. Et donc, dans l'acceptance, c'est dans le pouvoir de l'accompagner telle qu'elle est. Dans la capacité de commettre des erreurs également et de le vilain petit canard est devenu un signe. En tout cas, merci infiniment, Imran Kandeli, d'avoir accepté notre invitation. Donc, nous vous donnons rendez-vous comme d'habitude le lundi prochain à midi. En attendant, prenez soin de vous, autant de votre corps que de votre psyché.